enregistré. Et Ok, normalement, c'est compris. Ok. Donc, je continue? Oui, je crois que tu Ouais. peux prendre. Donc, et puis donc, un autre aspect, c'est l'étude de l'influence des impuretés des éléments d'alliage, des impuretés et des éléments d'alliage sur les propriétés d'usage visées. Alors, concernant les techniques de purification du zirconium, une première technique appliquée, ça a été la technique Van Arkel de Bohr, qui permet d'obtenir du zirconium de grande pureté, mais qui présente deux problèmes, en fait, pour qu'il soit transposable à l'industrie. D'une part, le coût est très élevé et d'autre part, le rendement est très faible. Donc, rapidement, les ingénieurs se sont attelés à chercher d'autres méthodes de purification et en fait, ils ont adapté le procédé Kroll qui était utilisé pour les alliages de titane, ils l'ont adapté au zirconium. Et donc, ça permet d'obtenir un zirconium d'une pureté inférieure au zirconium Van Arkel, mais on a un coût de production qui est réduit d'un facteur 50 et un rendement qui passe de quelques kilos à plusieurs centaines de kilos. Alors, en parallèle, en Russie, enfin en Union soviétique, c'est un procédé d'électrolyse au sel fondu qui va être développé, qui permet de produire de la poudre de zirconium. Pour ce qui est de l'étude de l'influence des impuretés et des éléments d'alliage, je ne vais pas tous les lister. Vous voyez qu'il y en a, il y a un certain nombre qui sont rapidement éliminés. Et ressort parmi ceux-là, l'oxygène s'avère être un élément intéressant, un élément d'alliage intéressant, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop dans ces alliages de zirconium. Et le fer qui présente de bonnes propriétés pour la résistance à la corrosion et pour les propriétés mécaniques. Alors à partir de là, en fait, on a toute une série d'alliages qui vont être développés. Vous connaissez, j'imagine, le zircaloy 4, qui est un alliage qui est encore utilisé dans la centrale nucléaire. Mais voilà, il y a eu également un zircaloy 1, donc qui était un zirconium qui contenait 2,5% d'étain, qui a été utilisé dans le réacteur Nautilus, mais qui a été rapidement abandonné parce que sa vitesse de corrosion augmentait avec la teneur, avec le temps. Pardon. Ensuite, il y a eu le zircaloy 2, qui est un exemple assez intéressant, qui fait partie de la famille des alliages découverts par hasard, puisqu'il résulte en fait de la contamination accidentelle par du fer, du nickel et du chrome d'une lingotière qui avait servi pour l'élaboration d'acier inoxydable. Donc vous voyez, donc on a un peu plus d'éléments d'alliage, étain, fer, chrome, nickel. Donc il présente une résistance à la corrosion qui n'est pas optimale en eau et surtout un taux d'absorption d'hydrogène qui est assez élevé. Il y a eu ensuite le zircaloy 3, donc un alliage avec un peu plus de fer, 0,25% d'étain et 0,25% de fer, qui présentait une meilleure résistance à la corrosion, mais qui a été abandonné en raison d'une ténacité qui était assez limitée. Et donc enfin, développement du zircaloy 4, qui est en fait un zircaloy 2 dans lequel on a enlevé le nickel et on l'a remplacé par du fer. Cet alliage permet notamment permet de réduire de moitié le phénomène d'absorption de l'hydrogène. Alors, on est après la Deuxième Guerre mondiale, on est dans un contexte de guerre froide, et c'est intéressant de voir qu'en fait, il y a le bloc de l'Ouest qui a développé ces alliages industriels, et également le bloc de l'Est, donc en particulier l'URSS. Donc les soviétiques travaillent sur le développement de deux types de réacteurs, les VVER, les réacteurs à eau pressurisée, et des RBMK, réacteurs à eau bouillante, et pour lesquels en fait ils vont devoir développer du gainage de grande cible également. Et donc très tôt ils vont développer l'alliage E110, donc un zirconium à 1% de niobium déjà pour le gainage des VVER. Un alliage E125 donc à 2,5% de niobium cette fois-ci pour les tubes de force dans les réacteurs à eau bouillante. Et puis, très tôt, un alliage multi-allié qui va tirer avantage de tous les effets favorables de l'étain, du niobium et du fer, donc qui s'appelle l'alliage E635. Et donc, côté USA, donc, il y a le pendant de l'alliage E635 qui va être développé, c'est le ZIRLO, donc, qui présente les mêmes éléments d'alliage avec des teneurs un peu différentes. Et enfin, donc en France, dans les années 80, la filière nucléaire va s'orienter vers des alliages de zirconium contenant du niobium, donc le fameux M5, donc qui contient 1% de niobium, 300 ppm de fer et environ 1400 ppm d'oxygène. Donc j'ai rassemblé dans le tableau suivant en fait la plupart des alliages industriels répertoriés en fait des alliages industriels de zirconium. Donc vous voyez qu'il n'y a pas énormément d'éléments d'alliage avec des faibles teneurs,
Mais donc, tous sont optimisés pour être utilisés en réacteur. Alors, justement, parlons de ce qu'il advient des gaines de combustible en conditions de fonctionnement en réacteur. On va plutôt s'intéresser au... j'essaie de faire une disparition. Voilà, c'est bon. Donc, les gaines de combustible constituent la première barrière de confinement dans les réacteurs nucléaires. Elles sont donc au sein de la cuve. Et donc, les gaines de combustible vont se présenter sous la forme d'assemblage combustible. Donc, on va avoir entre 120 et 250 assemblages combustible dans le cœur des réacteurs. Et chaque assemblage combustible contient 264 crayons, donc gaines de zirconium. Donc, on va plutôt là, maintenant on va vraiment se focaliser sur les deux alliages que nous avons essentiellement étudiés au laboratoire, donc le M5 et le ZrKv4, et on va s'intéresser aux différents types de sollicitations que vont voir les gaines de zirconium en conditions de fonctionnement dans les réacteurs. Elles sont de 4 types. On va avoir des sollicitations de type thermique. Donc, en face externe de la gaine, on a une eau pressurisée qui varie, donc la température varie entre 300 et 360 degrés C. En face interne, on a la pastille de combustible, donc la température varie entre 340 et 380 degrés C. Il va y avoir des sollicitations mécaniques, donc en face externe, avec une eau pressurisée à 155 bars, mais également en face interne, environ 120 bars de pression. On va également avoir des sollicitations chimiques, puisque le caloporteur, c'est de l'eau. Donc, on va avoir des phénomènes d'oxydation, d'hydroration progressive, en fonction du temps de séjour en réacteur. Et enfin, évidemment, on va avoir des sollicitations liées à l'irradiation, mais ça, je ne le traiterai pas dans le cadre de ce séminaire. Donc, vous voyez que les alliages de zirconium sont utilisés dans l'industrie nucléaire, sont complexes, sont multi-alliés, ils sont optimisés pour répondre à des contraintes technologiques d'envergure. Alors, je fais une petite aparté sur la création d'une base de données thermodynamiques pour les systèmes base zirconium. Alors, pourquoi on a voulu, non pas pourquoi l'aparté, mais pourquoi on a voulu créer une base de données thermodynamique pour les systèmes base zirconium? En fait, on peut très bien l'expliquer avec cette figure. Donc, cette figure, elle représente en fait la variation de la fraction de phase bêta-zirconium en fonction de la température dans un alliage de M5 contenant 1% de niobium, donc de l'oxygène et du fer. Ces déterminations de variation de fraction de phase, on peut les faire expérimentalement, c'est la couleur en bleu. Et puis on s'est dit, tiens, on va comparer ce qu'on obtient avec des calculs thermodynamiques. Et on ne disposait pas d'énormément de bases à l'époque, donc on a commencé par faire avec le système zirconium-niobium, donc des calculs à 1% de niobium. C'est la coupe violette, et vous voyez qu'on a un bon accord à basse température. Par contre, à haute température, on n'arrive absolument pas à être en bon accord avec l'expérience. On a refait le même calcul, cette fois-ci en considérant le ternaire ZrMbO, et donc en prenant en compte, alors là on a pris en compte 1200 ppm d'oxygène, et donc quand on calcule l'apparition de la fraction de phase en fonction de la température, vous voyez que là on arrive à avoir un bon accord expérience-calcul. Et donc, on s'est rendu compte qu'il était indispensable de prendre en compte la totalité des éléments d'alliage si on voulait prétendre décrire correctement les équilibres de phase en fonction de la température, de la composition, dans des alliages multi-alliés base zirconium avec l'aide de la thermodynamique. Et donc, c'est là qu'on s'est lancé dans l'aventure de la création d'une base de données thermodynamique, donc par la méthode CalFat. Je vais passer vite sur cette planche que vous connaissez à peu près tous. Juste pour vous présenter, en fait, donc, le projet a été initié en 1998 dans le cadre d'une collaboration entre le CEA et l'Université de Grenoble, avec Inmo Ansara et Nathalie Dupin à l'époque, et financé par EDF et Framatome. Et donc, dès le début, en fait, les éléments qui ont été pris en compte, c'était d'une part les éléments d'alliage, donc fer, chrome, étain, niobium, nickel, également les éléments susceptibles d'apparaître au cours de la vie en réacteur. Donc l'oxygène, on a également pu mettre dans les éléments d'alliage, on a mis là, donc l'oxygène et l'hydrogène. Et puis,
des éléments qui sont liés en fait aux études prospectives qu'on fait, les études d'innovation. Et donc, on a travaillé sur le vanadium, le gadolinium, l'erbium, le molybdène, et puis donc plus récemment le chrome, qui était déjà un peu entré dans la base. Donc c'est intéressant, en fait, donc, la progression de cette base, elle a été vraiment alimentée par les thématiques de recherche qui nous concernaient. Et donc je vais illustrer dans une première partie les travaux qu'on a fait sur des gaines innovantes qui contenaient du poison consommable, donc c'était de l'herbium, et donc vous montrer comment la thermodynamique a pu nous aider à comprendre certains phénomènes. Donc le contexte, en fait, l'idée, c'était d'introduire le poison consommable directement dans les gaines de combustible. Donc, c'était vraiment une motivation d'ordre neutronique. Et l'idée, donc, déjà, c'était d'obtenir une meilleure homogénéité de répartition du poison consommable au sein du cœur du réacteur et de viser éventuellement de plus forts taux de combustion et un allongement des cycles en réacteur des gaines de zirconium. Différents concepts ont été étudiés. Donc, le concept initial, c'était un alliage monocouche de zirconium contenant un peu d'erbium. Et puis, les études ont évolué vers un concept un peu plus compliqué, un concept de triplex avec deux alliages de zirconium et pris en sandwich une nuance zirconium-erbium. Alors, dans le cadre de ce travail, il y a eu la thèse de Julien Jourdan, donc, qui s'est concentré sur l'étude du système erbium-zirconium et erbium-oxygène-zirconium. Et donc, un autre aspect intéressant du développement des bases de données thermodynamiques, c'est qu'on va également pouvoir compléter des systèmes qui ne sont pas très bien connus. Typiquement, le système erbium-zirconium, voilà ce qu'on avait comme bibliographie au début de la thèse de Julien. Et on va pouvoir donc compléter ces systèmes. Bon, bref. Donc, Julien a travaillé expérimentalement et par modélisation sur ce système et il a abouti donc à cette version. Donc c'est un peu différente de celle qui était proposée dans la littérature. Et en particulier, donc nous, ce qui nous intéressait, c'était la partie riche en zirconium. Et vous voyez qu'on a abouti à une réévaluation de la limite de solubilité de l'erbium dans la phase alpha-zirconium, donc qui s'est avérée être bien plus élevée qu'attendu. Et ça, c'était vraiment intéressant parce que on voulait absolument que l'erbium reste en solution solide dans ces gaines de zirconium. Et forcément, du coup, on était assez limité. Si on se basait sur cette limite de solubilité-là, on était assez limité sur les compositions qu'on pouvait tester. Puisqu'en effet, si on prenait en compte des phases additionnelles lors de la fabrication, ça pouvait être très néfaste vis-à-vis des propriétés mécaniques. Donc, la connaissance de cette nouvelle limite de solubilité a permis de tester d'autres nuances d'alliage, donc d'augmenter la teneur en erbium nominale, et on a pu aller jusqu'à 10% de teneur d'erbium dans les alliages de zirconium. Alors ensuite, évidemment, il a fallu prendre en compte également l'effet de l'oxygène, qui est, donc, comme vous l'avez vu, il est dès le départ présent dans les gaines de zirconium, et en plus, il y a de l'oxygène qui va diffuser au cours de la vie en réacteur dans les gaines de zirconium. Alors, des alliages zirconium, erbium, oxygène brut d'élaboration présentent une bonne homogénéité, mais par contre, ce n'est plus vraiment le cas après un traitement thermique d'homogénéisation à des températures supérieures à 1000 degrés C. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a précipitation d'oxyde ER2O3. Et donc, c'est la raison pour laquelle Julien Jourdan s'est intéressé au système erbium, zirconium, oxygène. Il a étudié expérimentalement et par le calcul. Et donc, vous avez deux coupes isothermes ici à 800 et à 1100 degrés C. Et donc, il a mis en évidence une très forte stabilisation de la phase ER2O3, même pour de faibles teneurs en oxygène. Et donc, ça nous a permis de comprendre en fait ce qui se passait. Dès qu'on avait de l'erbium dans nos nuances d'alliage, l'erbium allait précipiter en oxyde et donc appauvrir la solution solide alpha-zirconium en oxygène. Et donc, finalement, réduire l'effet bénéfique de l'oxygène dans les gaines de zirconium, qui est un effet durcissant. Donc, du coup, ce concept de monocouche, d'alliage zirconium-erbium, a été abandonné au profit d'un concept un peu plus complexe, donc un concept triplex, qui est présenté ici. Et où là, il y a eu pas mal de R&D, et notamment, on s'est intéressé à l'effet de l'hydrogène cette fois-ci.
sur les gaines de zirconium. Et donc, dans le cadre de la thèse d'Or Mascaro, elle effectue une étude expérimentale et thermodynamique du système ERH-ZR, qui est représenté ici. Donc, vous avez une coupe à 300, une coupe isotherme à 350 degrés C. Vous voyez que donc on a notamment deux types d'hydrures qui ont la même structure cristalline, donc les bêta ERH2 et delta ERH2, mais qui présentent quand même une lacune de miscibilité entre eux. Et donc, expérimentalement, on a testé des taux d'hydrogénation qui étaient représentatifs de la prise d'hydrogène maximale en fin de vie dans les REP, c'est-à-dire 450 ppm d'hydrogène. Et ça, on l'a testé donc sur un alliage de zirconium à 1% de niobium classique et sur un alliage en sandwich. Donc, on a du zirconium 1% de niobium en bas et en haut, et puis pris en sandwich un alliage contenant de l'herbium. Donc, dans le premier, vous voyez qu'on a une répartition homogène des hydrures dans la matrice. Et dans le second, pour les mêmes conditions d'hydrogénation, on a très peu d'hydrures dans les deux alliages de zirconium contenant du niobium. Et en fait, tous les hydrures se retrouvent piégés dans la couche intercalaire contenant de l'herbium. Et donc, en fait, il y a un effet de piégeage de l'hydrogène dans cette couche intercalaire qui contient 4% d'herbium. Et donc, c'est tout à fait en accord avec ce qui avait été trouvé avec les calculs thermodynamiques qui mettaient en évidence donc, la stabilité des hydrures contenant l'herbium comparativement aux hydrures aux ZRH2 classiques. Voilà. Alors, donc, maintenant, je vais enchaîner sur les gaines de combustible, cette fois-ci en conditions accidentelles. Donc, lorsqu'on qualifie les gaines de zirconium, il y a notamment donc, les tests d'accidents hypothétiques accidentels, donc les APRP, accidents par perte de réfrigérant primaire. Donc, ce sont des scénarios accidentels qui sont étudiés dans le cadre de la sûreté nucléaire et qui permettent en fait ils sont en fait une référence pour le dimensionnement des systèmes de refroidissement d'urgence des réacteurs. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce type de scénario accidentel? En fait, c'est des scénarios petites brèches. Donc, on va avoir une brèche au niveau du circuit primaire. Donc là, vous avez en fait la cuve avec les gaines de combustible schématisées, donc la température à 340 degrés C. Et donc, le schéma ici représente en fait ce que vont voir les gaines en termes de température et en fonction du temps au cours d'un tel accident. Donc, ce qui va se passer, en fait, donc, une petite brèche, la pression va diminuer au sein de la cuve et donc l'eau qui est liquide va se vaporiser. Donc, les échanges vapeur-chaleur sont bien moins efficaces. Et donc, on va avoir un échauffement du combustible, de la gaine. Ensuite, jusqu'à une certaine température, on va avoir un palier isotherme en fait, à maximum 1200 degrés C, au cours duquel on va avoir une oxydation très rapide des gaines de zirconium. Et puis, ensuite, les systèmes de refroidissement vont se mettre en marche et donc on va pouvoir à nouveau renoyer le cœur du réacteur et refroidir les gaines de zirconium. Tout l'enjeu, en fait, dans le cadre d'un tel accident, c'est de maintenir une géométrie refroidissable. Et donc, on va faire face à différentes problématiques au cours de ces APRP, puisque donc, au cours du premier chauffage, il va falloir maîtriser le comportement en fluage en pression interne des gaines. On va également, au cours de l'oxydation à haute température, donc de la deuxième phase, il faut qu'on évite de perdre l'intégrité de la gaine, donc éviter d'avoir une fragilisation de la gaine. Et puis, il faut minimiser la production d'hydrogène gazeux. Alors, la gaine, à l'issue d'un tel scénario, donc on obtient une gaine qui a cette... là, c'est une tranche de la gaine. La gaine va avoir cette microstructure complexe-là. En fait, ça va être... on va avoir trois phases différentes. Notre phase ex-bêta-ZR, c'est la phase bêta-ZR qui a été trempée depuis les hautes températures. Une phase alpha-zirconium enrichie en oxygène et une phase ZRO2. Le problème, c'est que ces deux phases-là sont complètement fragiles. Donc, la ductilité résiduelle de la gaine, elle est garantie par cette phase ex-bêta-zirconium. Elle va être garantie jusqu'à un certain point, c'est-à-dire que si cette phase
pour X raisons qu'on développera plus tard, contient une teneur en oxygène supérieure à 0,4-0,5% massique à température ambiante, elle perd toute ductilité et elle devient fragile. Donc, on va voir comment les calculs thermodynamiques ont pu nous aider dans le cadre de ces études. Alors, on va reprendre donc, le transitoire APRP phase par phase. Donc, la phase 1, la montée en température. Donc, on a une augmentation rapide de la température. Donc, notre alliage de zirconium, il est essentiellement constitué d'une phase alpha zirconium hexagonale compacte. Et puis, il y a, suivant la nuance d'alliage, on va avoir une certaine fraction de phase secondaire précipitée, qui va être très faible. Donc, au cours de la montée rapide en température, on va avoir une transformation allotropique. Le zirconium va se transformer en bêta-zirconium, une phase cubique centrée, à haute température. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction du temps de maintien en réacteur, en fait, on a une certaine quantité d'hydrogène qui aura diffusé dans la gaine. Et au cours de cette montée en température, on va avoir une dissolution des hydrures dans la phase bêta-zirconium. On va également avoir une restauration des dommages d'irradiation. Et puis surtout, donc j'en parlais précédemment, les problématiques au niveau mécanique, c'est qu'on va avoir un ballonnement des gaines de zirconium, puisque la pression externe diminue, mais il y a toujours une pression interne dans les gaines. Et on va avoir un taux de bouchage. Alors, vous avez une coupe en fait, d'un assemblage combustible, on va avoir un taux de bouchage assez important, ce qui ne va plus permettre à ce qui reste d'eau de circuler correctement, et donc on va de moins en moins bien refroidir l'assemblage combustible. Alors, donc, le gros problème, en fait, c'est lié au fait que la vitesse de fluage du bêta-zirconium est très supérieure à la vitesse de fluage de la phase alpha-zirconium. Vous avez ici représenté donc, les vitesses de fluage en fonction de l'inverse de la température. Donc, vous voyez bien les différentes valeurs. Donc, ce qui va nous intéresser, en fait, c'est de pouvoir avoir des outils qui nous permettent d'évaluer l'évolution des fractions de phase et des compositions de phase en fonction de la température. Donc, vous avez là 2 micrographies en fait, qui représentent la microstructure de la gaine à différentes températures. Vous voyez à 860 degrés C. Dans l'alliage M5, on a donc, en gris foncé la phase alpha-zirconium et puis en gris clair donc, la phase ex-bêta-zirconium qui est apparue à cette température. Et donc, je parlais aussi de l'hydrogénation progressive des gaines. Donc, la gaine aura eu un temps de séjour plus ou moins long avant que l'accident se produise. Et en fait, on va avoir un effet cumulé. Enfin, on va avoir une influence très importante de l'hydrogène sur les températures de transformation de phase. Et puisque, en fait, plus la teneur en hydrogène nominale augmente, plus les températures de transformation alpha-bêta vont diminuer. Et ça va également avoir un effet sur les températures à rupture. Donc, vous avez ici une illustration de l'évolution de la température à rupture en fonction de la teneur en hydrogène nominale. Et donc, vous voyez qu'on a une diminution de la température à rupture en fonction de la teneur en hydrogène. Et donc, on arrive à bien avoir une information quantitative de cette influence de l'hydrogène sur les températures de transformation alpha-bêta dans les gaines de zirconium. Alors, au cours de la phase 2 du transitoire, lorsqu'on va être en palier isotherme, donc on va avoir à très haute température, on va avoir un phénomène d'oxydation accélérée des gaines de zirconium, pénétration d'oxygène au sein de la gaine, et compte tenu de la faible limite de solubilité de l'oxygène dans la phase bêta-zirconium, en fait, on va avoir une transformation in situ de la gaine. On va reprécipiter de la phase alpha-zirconium, et puis si on pousse vraiment très loin l'oxydation, on va également faire croître l'oxyde ZrO2. Donc ça, on peut très bien le voir sur le schéma ici. C'est juste le système zirconium-oxygène. Vous voyez bien, donc on part du bêta-zirconium. Si on se met à 1200 degrés C, et si on augmente la teneur en oxygène, on voit bien qu'on va précipiter rapidement la phase alpha-zirconium. Donc le problème, donc on a ici une représentation de l'énergie à rupture donc, en fonction du taux d'oxydation pour 2 types de gaines, zircalo-4 et M5. Donc, vous voyez qu'on a une diminution de l'énergie à rupture en fonction du taux d'oxydation, donc une fragilisation de la gaine.
et se superpose à cet effet de l'oxydation, l'effet de l'hydrogène également, puisque donc, le même type de mesure sur des gaines préalablement hydrogénés, donc à 600 ppm pour le zirconium-4 et 200 ppm pour le M5, bah, vous voyez que d'emblée, en fait, la gaine est fragile dès les premiers essais, et a fortiori quand on augmente le taux d'oxydation. Donc, vous voyez qu'on a un effet cumulé donc, de l'oxygène et de l'hydrogène sur la fragilisation de la gaine au cours de cette deuxième phase de la PRP. Alors, l'apport des calculs thermodynamiques, bah, il va être le suivant. En fait, on va pouvoir calculer. En fait, ce qui se passe, en fait, c'est que l'hydrogène va augmenter la limite de solubilité de l'oxygène dans la phase bêta-zirconium. Et donc, avec des calculs thermodynamiques, on peut rendre compte quantitativement de l'effet d'une certaine teneur en hydrogène sur l'augmentation de la limite de solubilité de l'oxygène dans la phase bêta-zirconium, c'est représenté ici. Et si on fait un tel calcul, le même calcul donc à différentes températures isothermes d'oxydation, vous voyez que l'effet est activé évidemment thermiquement. On a un effet beaucoup plus marqué à 1200 degrés C. Donc, lorsqu'on a une augmentation de la teneur en hydrogène nominale dans l'alliage, ça va avoir pour effet d'augmenter la limite de solubilité de l'oxygène dans la phase bêta-zirconium, donc d'augmenter la concentration d'oxygène dans la phase bêta-zirconium, et donc avoir un effet délétère sur la fragilisation post-trempe des gaines de zirconium. Donc voilà, donc l'apport des calculs permettent de prédire à la fois l'effet de l'hydrogène sur l'augmentation de la limite de solubilité de l'oxygène dans la phase bêta-zirconium. Alors, dernière phase de la PRP, donc on arrive à refroidir le cœur, donc on arrive à ramener à température basse température les gaines de zirconium. Et donc on va figer cette microstructure un peu complexe de haute température, on va la figer à basse température. Donc notre phase, la retransformation du bêta-zirconium n'étant pas réversible, on appelle donc la phase que l'on obtient à basse température, on l'appelle ex-bêta-zirconium. Et puis on a toujours nos deux phases extrêmement fragiles, Z02 et alpha-Z. Et donc dans ce cas précis, il y a eu différentes études qui ont été faites sur les scénarios de refroidissement, parce que finalement, ce ne sont pas des trempes directes. Au contraire, en fait, on va plutôt avoir trempe directe, et puis à partir d'une certaine température, un refroidissement beaucoup plus lent. Donc différents tests ont été effectués expérimentalement afin d'évaluer la ductilité résiduelle des gaines en fonction du scénario de refroidissement. Et en fait, lorsque l'on trempe directement les gaines depuis 1200 degrés C, la ductilité résiduelle est très très faible. En revanche, pour des scénarios de refroidissement un peu plus exotiques, c'est-à-dire qu'on trempe jusqu'à 800 degrés C, puis on refroidit lentement, ou on trempe jusqu'à 600 degrés C et on refroidit lentement, là, en fait, on a un regain de ductilité, donc ce qui est représenté sur cette figure-là. On va avoir un regain de ductilité de la gaine qui est en fait lié à un phénomène de partitioning des éléments d'alliage, de redistribution des éléments d'alliage dans les différentes phases présentes dans notre gaine. Donc les calculs thermodynamiques là, nous ont permis, on s'est rendu compte grâce aux calculs thermodynamiques, en comparaison avec les données expérimentales, dans le cas d'une trempe d'un refroidissement depuis 800 degrés C, on arrivait à parfaitement rendre compte du partitioning des éléments d'alliage dans les différentes phases constitutives de notre alliage, donc dans la phase ex-bêta-zirconium et dans la phase alpha-zirconium, dans laquelle on voit que essentiellement l'étain et l'oxygène vont se concentrer dans cette phase-là, et à contrario, il y a toujours l'étain, mais les éléments comme le fer, le chrome et l'hydrogène vont plutôt rester dans la phase ex-bêta-zirconium. Alors, l'état de la gaine, ce qui est important aussi, c'est l'état de la gaine à l'issue d'un tel scénario. Donc, je vous ai dit en introduction que
il y avait une valeur critique, enfin, d'une part que la ductilité résiduelle elle était garantie par l'ex-phase bêta-zirconium. Les deux phases alpha-ZRO et ZRO2 sont fragiles. Et que d'autre part, cette ductilité résiduelle elle va aussi dépendre de la teneur en oxygène dans cette phase ex-bêta-zirconium. En effet, donc, il y a une valeur limite qui a été évaluée à température ambiante. Au-delà de 0,4% massif d'oxygène dans la phase ex-bêta-zirconium, elle présente un comportement fragile donc, qui est illustré ici. Vous voyez une illustration, c'est une coupe de phase bêta-zirconium dans une gaine qui a subi un scénario APRP. Et on voit bien donc, une partie ductile ici et une partie fragile ici. Donc, finalement, la ductilité de la gaine va dépendre de la teneur en oxygène dans cette phase bêta-zirconium, mais également de la taille de cette phase bêta-zirconium et de la taille des phases fragiles. Donc, on s'est dit qu'il serait intéressant de pouvoir développer un outil qui permette de prévoir les épaisseurs des phases fragiles et les profils de diffusion de l'oxygène dans la gaine au cours d'un scénario APRP. Donc, c'est ce qu'on a fait dans le cadre du développement du code Equinox ZR, donc en collaboration avec Clara Desgranges et Laure Martinelli. Alors, ce code, c'est une adaptation du code Equinox qui avait été développé par Clara pour traiter l'oxydation de température des alliages de nickel-chrome. Rapidement, on retrouve notre gaine ici, de 3 différentes phases, et elles sont discrétisées, l'espace est discrétisé en tranches de constante concentration, et on va en fait résoudre les équations de Fick au niveau des différentes interfaces. Donc, on peut calculer les cinétiques de croissance et également calculer le profil de concentration des espèces chimiques et des lacunes dans l'oxyde et l'alliage. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que là, on sort un peu de la thermodynamique, pas tant que ça. Parce qu'en fait, il y a une hypothèse assez forte qui est faite dans ce modèle, c'est qu'on est à l'équilibre thermodynamique au niveau des interfaces. Et du coup, on s'est dit, si on est à l'équilibre thermodynamique, on peut peut-être profiter d'avoir une base de données thermodynamique, la coupler au code Equinox pour justement avoir un calcul précis et rigoureux des concentrations d'oxygène au niveau des différentes interfaces. Et ce, en fonction, parce que en fait, ces concentrations vont changer en fonction des éléments d'alliage, mais également en fonction de la teneur en hydrogène nominale dans la gaine. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, on a couplé le code Equinox à la ZircBase. Donc, au début, c'était avec le thermocalc, mais maintenant, on est passé avec OpenCalFad. Et donc, juste une illustration donc, qui est tirée du travail de thèse de Benoît Mazer, de l'effet de l'hydrogène sur la limite de solubilité de l'oxygène dans la phase bêta-zirconium. Donc là, on a représenté donc, la teneur en oxygène dans la phase bêta-zirconium en fonction de la teneur nominale en hydrogène dans l'alliage. Et donc, on a les concentrations au niveau de l'interface bêta-alpha en vert et alpha-bêta en rouge. Et on voit bien donc une augmentation de cette limite de solubilité en fonction de la teneur en hydrogène. Et maintenant, si on lance un calcul, donc là, on a un exemple de calcul de concentration de l'oxygène en fonction de la position. Donc, on a zoomé au niveau de la phase bêta-zirconium. Et donc, on a fait le calcul pour un zircaloy 4 vierge et un zircaloy 4 hydrogéné à 600 ppm masse. Donc, vous voyez qu'on arrive bien à rendre compte de cette augmentation de la concentration en oxygène dans la phase bêta-zirconium. Donc, on a une bonne reproduction de l'augmentation de cette limite de solubilité dans la phase bêta-zirconium avec l'augmentation de la teneur nominale en hydrogène. Voilà. Et donc, le dernier point, donc, je vais parler des développements récents, des gaines de zirconium revêtues chrome. Alors, le contexte de ce travail, en fait, c'est suite à l'accident de Fukushima en 2011, il y a eu tout un travail qui a été lancé sur le développement de concepts de gainage plus robustes, en particulier en conditions accidentelles. Et donc, le cahier des charges était le suivant. Il fallait réussir à réduire la vitesse d'oxydation sous vapeur d'eau à haute température. Et en particulier, donc, il fallait réussir à obtenir des marges supplémentaires vis-à-vis des seuils de fragilisation de la gaine, donc tenue trempe et post-trempe, réduire la production d'hydrogène, parce que à Fukushima, c'est aussi ça qui s'est passé lors de l'explosion des réacteurs, c'est vraiment lié à la production d'hydrogène,
Et puis, réduire la contribution de la chaleur produite par la réaction exothermique d'oxydation à haute température qui en fait provoque un effet d'emballement de la réaction. Et donc, il y a aussi un point sur les propriétés mécaniques. On cherche à améliorer les propriétés mécaniques de la gaine à haute température et en particulier donc, les problématiques de ballonnement, éclatement sous pression interne. Donc, il y a beaucoup de concepts qui sont étudiés. Nous, au SRMA, on s'est focalisé sur les gaines de zirconium revêtues de chrome. Et donc, il y a eu 2-3 brevets qui ont été déposés. Et vous voyez que là, en fait, on est en cours d'industrialisation de ces gaines revêtues. Donc, voilà, on est passé par différentes étapes, procédés, et on arrive à un projet d'industrialisation de ces gaines. Alors, je reprends le schéma de la méthode Calfat parce qu'on a du coup profité de ces études. Il était nécessaire de compléter la base zircobase existante et donc on a profité de ce projet pour finalement travailler sur une refonte complète de la zircobase. Cette fois-ci avec une utilisation systématique des calculs SQS et DFT. Je les ai rajoutés dans le schéma pour déterminer donc, les enthalpies de formation, les enthalpies de mélange dans les différents systèmes. Donc ça, c'est un travail qui a été au début fait par Paul Lafaille dans le cadre de sa thèse. Donc, il a travaillé sur le système quinaire chrome, fer, niobium, étain, zirconium. Il a retravaillé sur la totalité des sous-systèmes binaires qui composent ce système quinaire, qui sont représentés ici. Et également, il a travaillé sur 10 sous-systèmes ternaires de ce système. Et donc, parmi ces 10 sous-systèmes ternaires, il y en avait 4 qui étaient complètement inconnus. Donc, il a élaboré des alliages, puis, etc. et effectué la modélisation. Donc, vous me direz, il manque quand même des éléments importants, c'est l'oxygène et l'hydrogène. Alors, en effet, c'était un gros travail, donc c'était compliqué pour Paul de prendre en plus en compte ces éléments-là. Ce travail, il est en cours dans le cadre de la thèse de Tuan Mingyu. Et donc, à la fin de sa thèse, on aura une base complète avec l'oxygène et l'hydrogène. Alors, juste quelques applications de cette base. Donc, là, on va s'intéresser plutôt à la caractérisation de l'interface des gaines revêtues, donc entre le substrat métallique, donc là, c'est du zircaloy 4, et le dépôt de chrome, donc le revêtement de chrome. Et donc, ce qui était surprenant au départ, c'était qu'on avait une accumulation de phase de Lavesse au niveau de l'interface, C14, C15. Et un autre phénomène intéressant, donc il y a des profils de concentration EDS qui ont été faits au travers de l'interface. Et donc vous voyez ici, on a l'âge de zirconium, le chrome, donc on a bien diminution du zirconium, diminution du chrome dans ce sens-là. Mais ce qui était très bizarre, c'est qu'il y avait une augmentation du fer au niveau de l'interface, alors que le fer ne provenait que du zirconium. Donc, par les calculs thermodynamiques, Paul a essayé d'expliquer ce phénomène. Donc, en calculant des chemins de diffusion, en caricaturant en fait, le système, en disant qu'on avait un couple de diffusion entre du zirconium et du chrome, et donc en calculant le chemin de diffusion, le long de ce couple de diffusion, et en appliquant des règles classiques, en fait, selon lesquelles le chemin de diffusion doit couper le segment reliant les compositions des membres du couple de diffusion, et le long du chemin de diffusion, l'activité du fer doit diminuer. Et donc, il a démontré qu'il y a 2 chemins de diffusion étaient envisageables. Il les a reportés donc, sur notre coupe ici. Et on se rend compte que le chemin de diffusion s'accompagne d'une augmentation de la teneur en fer au niveau de l'interface. Donc, ce qui peut permettre d'expliquer pourquoi on a donc, ce pic de fer au niveau de l'interface entre le substrat métallique et le chrome. Et donc, ces calculs de chemin de diffusion ont permis également d'expliquer pourquoi on avait cette accumulation de phase de Lavesse. Donc, pour la phase C15, c'était assez simple parce que, c'était assez simple. C'est la phase d'équilibre, en fait. Donc ce n'était pas trop étonnant
de l'observer au niveau de l'interface, d'autant plus que le procédé de dépôt à l'époque, au cours du dépôt, en fait, l'alliage, vous voyez, des températures proches de 800 degrés C. Donc d'ailleurs, là, c'est une coupe à 800 degrés C qui est présentée. Et puis, la phase C14, elle est proche de l'équilibre. Donc on peut imaginer qu'on n'est quand même pas complètement à l'équilibre thermodynamique et que finalement, ce processus activé thermiquement fait qu'on précipite également la phase C14, la phase de la phase C14. Et donc, un dernier point donc, sur les gaines, ces gaines revêtues chrome, évidemment, il y a un gros volet de R&D sur la tenue de ces gaines en conditions hypothétiques accidentelles, parce que c'est comme ça, au départ, c'est la motivation première, hein, c'est d'avoir des gaines qui résistent très bien à l'oxydation à vapeur à haute température. Donc, vous avez ici représenté le gain de masse en fonction du temps d'oxydation à 1300 degrés C. Alors, pour un zircaloy 4 classique, vous voyez qu'on a une augmentation du gain de masse en fonction du temps d'oxydation. Et pour une gaine revêtue chrome, donc on voit bien qu'on a bien un délai de grâce, hein, on a bien un phénomène d'oxydation qui est ralenti. Donc le chrome, dans les premiers temps d'oxydation, joue bien son rôle protecteur. Sauf que si on poursuit un peu plus loin l'oxydation, et puis de toute façon, on a intérêt à la poursuivre un peu plus loin pour voir comment ça évolue. En fait, le rôle protecteur n'est plus vraiment joué par le chrome, puisqu'on va avoir diffusion, en fait, au fur et à mesure du temps d'oxydation, on va avoir diffusion du zirconium au niveau des joints de grains du chrome. Et puis, donc vous avez ici le substrat métallique, le chrome, l'oxyde CR2O3 qui se forme au cours de l'oxydation. Et on va également avoir un phénomène de diffusion de l'oxygène au niveau des joints de grains du chrome. Et en fait, il y a un moment où, a priori, les deux se rencontrent, le zirconium et l'oxygène, forment du ZrO2. Et donc, il y a une étape au cours de laquelle on a vraiment, littéralement, tous les joints de grains du chrome qui sont décorés par de l'oxyde de zirconium. Une fois que ce moment est atteint, en fait, l'aspect protecteur du chrome n'est plus tout garanti. Et on se retrouve dans un schéma classique d'oxydation de la gaine de zirconium. Donc, on se retrouve ici avec donc, diffusion de l'oxygène dans le substrat métallique, précipitation de la phase alpha zirconium enrichie en oxygène et précipitation de la phase ZrO2. Donc là, c'est un travail qui est vraiment en cours. On cherche à adapter le code Equinox ZR que je vous ai rapidement présenté aux gaines revêtues afin de prendre en compte ces phénomènes assez complexes. Donc ça implique la prise en compte de nouvelles interfaces, de nouvelles phases, etc. Donc voilà, conclusion. La thermodynamique, les diagrammes de phase nous permettent de mieux appréhender, de mieux comprendre certaines évolutions microstructurales dans les alliages de zirconium, à la fois en conditions de fonctionnement et en conditions hypothétiques accidentelles, moyennant le développement de bases de données thermodynamiques ad hoc. Et donc ça, c'est vraiment un travail en soi qui est vraiment de toutes ces études. Et qui apporte en fait, d'une part, c'est très intéressant parce qu'il permet de travailler sur des systèmes inconnus, il permet de remettre en cause certains systèmes, notamment au niveau des limites de solubilité, des transformations de phase. Et puis, quand on a une base de données qui tourne bien, on peut en plus la coupler à des codes numériques pour donc, utiliser les données thermodynamiques nécessaires pour mener à bien donc, dans notre cas, des calculs cinétiques, mais il y a d'autres applications potentielles. Voilà, j'ai fini. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Caroline, pour cet exposé très, très clair et très intéressant. Voilà, on a plein de temps, un certain temps pour les questions. J'ai une première question de Charles-André sur le chat. Merci. Et tu peux lire, Caroline? Ah, pardon, alors attends. Compte tenu des dimensions, ah, excuse-moi, voilà, pardon, je n'ai pas eu. Il semblerait possible de réaliser des mesures de profil de concentration pour comparaison avec les simulations. Est-ce que vous avez essayé ça? Quels sont les retours d'expérience? Ah bah oui, bien sûr, oui, on passe notre vie à faire ça, en fait. Non, mais oui, bien sûr.
on fait des mesures de profil de concentration à la microsonde. Voilà. Enfin, voilà. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, merci. Je me permets d'intervenir. Oui, vas-y. Merci. Ouais, d'abord, merci pour le séminaire, c'était super. C'est dommage, je t'ai pas montré les profils de concentration. C'est d'où ma question. J'étais un peu surpris. Oui, ben ouais, pardon, je voulais montrer beaucoup de choses, mais évidemment, toute la partie R&D est basée sur la mesure de profil de concentration d'oxygène, et puis maintenant également de zirconium à la microsonde. Ok, ok. Bon, bah, dommage qu'on les ait pas vus. Merci. Il y a une question de Pierre Benigni. Dans le chat? Non. 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 Oui. Non, pas de question. OK. Si, Erika. Erika. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour la présentation. Justement, j'avais une question par rapport à la microsonde et plus en général sur les techniques expérimentales parce que oui, effectivement, l'oxygène, on les mesure par microsonde, mais je me demande comment on mesure l'hydrogène, qui est encore, j'imagine, qui est encore plus problématique que l'oxygène, et surtout sur l'histoire de l'augmentation de la limite de solubilité de l'oxygène dans la phase bêta par l'hydrogène. Et quelles sont les preuves expérimentales? Comment on mesure l'hydrogène et l'oxygène en même temps sur une phase bêta qui est en plus stable à haute température? Alors, elle est stable à haute température, mais elle est trempée déjà. Et donc, alors l'oxygène, donc, par microsonde, on a mis en place une technique de mesure assez sioux, en fait, avec donc la personne qui s'occupait de la microsonde parce qu'il est parti à la retraite. Donc, il y a eu une reprise de flambeau. Et pour l'hydrogène, en fait, on faisait des mesures à la microsonde nucléaire, au CEA. Et donc, on arrivait à avoir les valeurs de teneur en hydrogène dans cette phase bêta-zirconium. Et surtout, en fait, on a la connaissance du taux d'hydrogénation dans les gaines, donc on peut relier cette augmentation de la limite de solubilité de l'oxygène dans la phase bêta-zirconium à l'hydrogénation, au taux d'hydrogène dans la phase bêta. Sachant en plus que, compte tenu de la limite de solubilité de l'hydrogène dans la phase alpha-zirconium, tout l'hydrogène va dans la phase bêta-zirconium, en fait. Donc tout l'hydrogène nominal, en fait, se retrouve dans la phase bêta-zirconium. D'accord. Et juste, si je fais une autre petite question par rapport à ça. Donc, en fait, je découvrais de savoir si, en revanche, dans la phase alpha, vous remarquez une variation de la limite de solubilité de l'oxygène avec les éléments d'alliage. Oui, tout à fait. Tout à fait. Elle est pas énorme, mais oui, elle est, en effet. Et là, une fois de plus, les calculs thermodynamiques peuvent permettre de répondre, en tout cas de tester, et de se faire une meilleure idée, en effet, de l'influence des éléments d'alliage sur la limite de solubilité dans la phase alpha-zirconium. Ok, merci beaucoup. Charles-André, tu avais une autre question? Oui, merci de me redonner la parole. Donc, j'ai vu qu'il y a une modélisation qui est couplée à Thermocalc, un Calfab, pour avoir accès aux compositions d'équilibre thermodynamique aux interfaces, je suppose, et j'ai remarqué que cette modélisation permettait de traiter le problème de volumes molaires différents dans les différentes phases et donc de déplacer les interfaces et de convecter, on va dire aussi, le champ de composition pour en tenir compte. Donc, bon, c'est des choses qu'on fait aussi, mais nous, on réalise que finalement, ça n'a pas un rôle majeur. Est-ce que vous avez pu regarder à quel point c'était faux de ne pas advecter les phases? Alors oui, tu veux dire de ne pas prendre en compte la variation du volume molaire?
Ouais, comme c'est fait Oui. dans Diptra d'ailleurs. Ah oui, ben voilà, alors en effet, alors j'en ai pas parlé là non plus, mais en fait, on a développé une base de données cinétique pour les systèmes base zirconium et on l'a appliqué à l'oxydation haute température des gaines de zirconium. Et en effet, dans ce cas-là, le facteur de peeling Betworth n'est pas pris en compte pour la phase ZRO2. Et rapidement, on n'a pas du tout les bonnes variations d'épaisseur de phase en fonction du taux d'oxydation. Donc, pour nous, en tout cas pour le zirconium, c'est primordial de prendre en compte cet élément. D'accord. Bah écoute, si tu as un papier qui compare les deux approches avec et sans tenir compte de ça, ça m'intéresse parce qu'on OK. on recherche un peu des systèmes où effectivement ça semble important d'un point de vue quantitatif. Je te confirme, c'est important pour le zirconium. Bah, n'hésite pas si tu peux m'envoyer. Ouais, ouais. Merci bien. Il y avait une question de Marc. Est-ce que tu veux prendre la parole? Retour dans les analyses, une différence sur la couleur timbre. Non, c'est dans le chat. Ouais, bonjour, merci pour la Bonjour. présentation. Je voulais juste savoir, parce que là, on regarde des effets très très fins, en fait, des ppm, des limites, des décalages de limites de solubilité. Et je voulais savoir si en fait on avait un effet de l'irradiation sur ces grandeurs. Alors, oui, enfin, je n'ai pas voulu en parler là, mais en fait, mes collègues qui travaillent sur les matériaux, sur les gaines irradiées, sur l'effet de l'irradiation, sur la précipitation, en effet, c'est très utile pour eux d'avoir des calculs thermodynamiques, justement, parce que, notamment pour la gaine M5, quand elle est introduite en réacteur, sa microstructure n'est pas à l'équilibre thermodynamique, donc on n'a pas tout à fait la fraction de phase d'équilibre qu'on devrait avoir de phase secondaire précipitée, bêta-niobium et les phases de la VES C14. Et en fait, les irradiations expérimentales qu'ils font provoquent du coup, on atteint plus rapidement en fait, l'équilibre thermodynamique. Donc, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Du coup, ça leur permet en fait, ça leur permet justement de voir ce qui est lié à l'irradiation et ce qui est lié au vieillissement thermique en réacteur. En fait. Donc, on fait des comparaisons entre en effet, matériaux irradiés et matériaux biologiques. Moi, j'avais une petite question concernant le développement du M5. Là, ce que je ne savais pas, c'est qu'apparemment, il dérive des alliages des Russes, finalement. Oh là là, Cassius Belli. Ou ils ont été développés indépendamment. Alors, dans l'historique que tu as fait, on a l'impression que les Russes étaient bien en avance. Alors, en fait, l'alliage des Russes ne se comporte pas si bien que ça. Et c'est vraiment lié en fait à toute la fabrication, en fait, à tout le process donc quand on part donc, du bulk et pour arriver à une gaine de zirconium aux bonnes dimensions. Les traitements thermiques qui sont appliqués aux gaines de M5 au cours de la fabrication font qu'on a des propriétés, bien que c'est vrai que si on regarde la composition, c'est quasiment la même. Je crois que la teneur en oxygène est inférieure dans les gaines russes. Donc ça joue aussi beaucoup. Et le process est complètement différent. Et donc finalement, on n'a vraiment pas on a des gaines qui sont bien plus optimisées. Les gaines de M5 sont bien plus optimisées pour les applications que les gaines russes. Mais c'est vrai qu'au niveau de la composition, on n'a pas inventé grand-chose. C'est intéressant de savoir que le process a aussi son influence. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'avais une question Oui. sur ce que tu as dit sur le revêtu chrome à la fin. Là. Ouais. Donc, tu dis qu'au-delà de 1300 degrés, en fait, le chrome perd son caractère protecteur, en fait. Alors, ce n'est pas seulement à 1300 degrés C, ça peut avoir lieu à 1100, mais pour un temps beaucoup plus long. Voilà, les derniers essais, il y a eu un essai qui a été fait récemment, je ne sais pas si tu es au courant, en Allemagne, sur une grappe. Ouais.
Non. Et ils ont montré donc, sur des revues du Chrome. Alors, le problème, c'est les revêtements. Les revêtements, apparemment, il y avait un peu de... Il n'était pas forcément au top de ce qui peut se faire à Framatome. Ouais. Et c'était des revêtements, c'était des crayons Westinghouse, mais en fait, ils ont montré que, en fait, c'est surtout que ça fond, en fait. C'est qu'à 1300, ils ont détecté une fusion, en fait, de la gaine à 1325 degrés. Donc, oui, il y a un problème. C'est pire qu'un caractère protecteur, en fait. Ouais, en fait, il y a un problème de technique. Mais c'est plus vers 400 degrés C. En fait, ils l'ont mesuré à 1325 ou 1327, Alors, exactement, les Allemands. Ouais, mais c'est parce que c'est pas tout à fait le même alliage non plus. Ouais. Mais oui, tout à fait, oui. Il y a en plus ce problème de technique, mais qui se produit vraiment à très très haute température. Hein? Ah, mais je suis en 1 minute, j'ai pas fini. Excusez-moi, non mais je suis en direct. Excusez-moi. Excusez-moi. Non, mais je pense que apparemment, j'ai une réunion. Donc, on va te laisser, Caroline. Ouais. Il n'y a plus de questions, apparemment. Écoute, on te remercie beaucoup de nouveau pour ce séminaire. Ouais. Je rappelle juste le prochain séminaire de la série. Si je ne me trompe pas, c'est le jeudi 1er décembre. Ce sera à 14 h, d'après ce que j'ai. C'est Emmanuel de Bilbao, du CEMTI, qui parlera de lévitation aérodynamique à haute température. Donc voilà, vous pouvez le noter dans votre agenda. De toute façon, vous avez reçu dans le calendrier. Et puis, il y aura un rappel sur la mailing list de Mastermat. Voilà, merci à tous pour votre participation. Merci. Et puis à bientôt. Très bien. Au revoir. Au revoir. Au revoir.